Bonjour à tous, bonjour Benja, salut les Salut, gars, salut. comment allez-vous? Ça va, la forme? Bah écoutez, Nickel. ici, on est à notre dixième rendez-vous avec la personne qui est juste en dessous de nous. Je t'en prie, présente-toi. Salut, moi c'est Romain Caccialenda, je suis préparateur physique en Alsace, enfin, dans le Grand Est, et j'officie aussi pas mal en ligne. Et voilà, en gros, je sais pas. Ouais, non, c'est cool. Voir un petit peu aussi au niveau de ce que tu fais au quotidien. Tu es prépa Mhm. physique, tu as certainement fait aussi des formations, parce que ça, c'est un truc important dans la chaîne de podcast, c'est toujours constamment essayer de se former, d'apprendre des choses. Est-ce que tu peux un peu parler un peu de ce qui t'a amené déjà à faire ce métier et toutes les formations qui ont suivi par après, toutes ces choses-là? Yes. Au départ, en fait, je suis parti en STAPS après le lycée. Donc j'ai fait tout mon cursus STAPS normal en licence entraînement. Ensuite, j'ai fait un master en préparation physique et réathlétisation à Nice. Ok. Et à la suite de ça, je suis revenu en Alsace, donc sur Strasbourg, où j'habite actuellement. Et j'ai enchaîné des formations privées, si on peut appeler ça comme ça. Avec la dernière en date, celle de l'Institut IP. J'ai fait aussi le neurotyping et à peu près toutes les formations de Thibaudot, euh, le FMS et ouais, vous pourrez aller voir sur LinkedIn. J'ai fait quelques petites formations, on va dire, et beaucoup de terrain aussi, énormément de terrain avec des équipes et des athlètes individuels. Voilà. Ok, good. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant qu'athlète et de ta finalité d'athlète à prépa physique au fur et à mesure du temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, je faisais de l'athlétisme, athlétisme. J'étais lanceur de javelot et quand j'étais au lycée, je m'entraînais avec deux entraîneurs, un que je voyais une fois par mois et un que je voyais régulièrement. Donc, c'était Dominique Posé qui était CTS, c'est un conseiller technique sportif pour l'athlé qui était dans le Grand Est, et Julien Chauffard qui était décathlonien de niveau national. Ok, C'est deux personnes qui ont eu un grand impact sur moi dans le sens où ils étaient déjà beaucoup dans les lectures, dans l'entraînement, à proposer plein de nouvelles choses. Et c'est ce qui m'a poussé au départ à aller en STAPS. Au début, j'avais pour idée de faire prof de PS et au fur et à mesure, j'ai basculé vers l'entraînement. Et en fait, arrivé en STAPS, je me suis beaucoup entraîné en athlétisme. J'ai pas forcément eu des résultats escomptés. J'étais à un bon niveau jeune et j'ai pas forcément eu les résultats escomptés en passant les années, on va dire. Mais mon entraîneur de l'époque m'a donné pas mal d'ouvrages de base à lire pour me renseigner sur la préparation physique et sur ce que je mettais en place dans mon propre entraînement et ce que lui me faisait mettre en place. Et du coup, je suis tombé dedans en licence 1, licence 2 sur du Z-Sorti, du Beinec. Et je me suis passionné de ça. Mes résultats en athlée, donc, comme je l'ai dit, n'ont pas été bons, ce qui m'a amené à me poser la question de comment ça se fait que, en suivant les entraînements que certains grands champions avaient suivis, moi, j'ai pas eu de résultats, voire même j'ai régressé. Et ça m'a amené sur mon pourquoi d'aujourd'hui, qui est de trouver à chaque fois une manière d'avoir des résultats significatifs sur l'athlète que j'ai en face de moi, en fonction de son profil, en fonction de son sport pratiqué, de son background athlétique, et de proposer un maximum quelque chose de pertinent et qui correspond donc à cet athlète. C'est ce qui m'a drivé, c'est ce qui drive toutes mes formations et mon travail sur le terrain actuellement depuis 3, 4, 5 ans, 2012, plus longtemps, pardon. ouais. En gros. Good. Et le continuum un peu de toutes ces connaissances et de toutes ces formations, etc., c'est aussi un petit peu la fameuse pyramide qu'il y a derrière toi, c'est ça? C'est C'est cette ça, exactement. pyramide-là qui te fait poser toutes ces questions et qui essaye de répondre à toutes les questions que tu te poses. C'est un peu ça? Ouais, en fait, bon, il y a plusieurs pyramides. Mathieu Boulet, il nous a, parce que tu l'as fait aussi la formation, il y a la pyramide du développement sensoriel qu'on pourrait imposer sur celle-là. Ouais. Celle-ci, c'est vraiment la pyramide que, je vais pas dire j'ai construite, du développement de la force, où on part en fait d'une base musculaire en bas à droite de la pyramide, et en bas à gauche de la pyramide, on a la base vitesse. Et en fait, cette pyramide, elle se construit et tu places dans cette pyramide toutes les méthodes qui vont concerner tout ce qui est métabolique dans un premier temps, puis hypertrophie, puis force, puis les méthodes conjuguées. Et de l'autre côté de la pyramide, ça va plus être les méthodes, j'appelle ça nerveux, mais vitesse, c'est-à-dire des cluster sets et des méthodes un peu ouf que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Et plus tu vas descendre, plus on va parler de pliométrie et de vitesse pure. Et en fait, l'idée de cette pyramide, c'est de choisir en fonction de l'athlète que tu as en face de toi, où c'est que tu vas commencer sur tes cycles d'accumulation, sur quoi tu vas embrayer sur l'intensification et sur quoi tu vas réaliser. Sachant que les athlètes que j'ai en suivi, donc en prépa physique, le picking ne se fait pas sur la force max, à mon sens,
Le picking se fait sur la vitesse. Parce qu'en fait, dans le sport, il y a un paramètre qui contraint tout, on va dire, c'est le temps d'application de force que tu as au sol. Quelle est la force que tu es capable de produire au sol dans le temps qu'on te donne sur un sprint, un changement de direction, etc. C'est différent de la force maximale que tu exprimes contre une barre, par exemple. Donc cette pyramide, elle me permet je suis quelqu'un d'assez visuel, mais de construire en fonction de l'athlète qui me sollicite les cycles et la réflexion. En bas de cette pyramide, vous ne le voyez pas là, mais il y a tout ce qui est effet différé, cumulé, résiduel des méthodes, c'est-à-dire des ranges de temps dans lesquels certaines méthodes poussées au volume maximum vont avoir un impact et comment les architecturer les unes par rapport aux autres, en gros. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que je raconte, mais en gros, très clair. Voilà. En gros, c'est comme ça que j'architecture sur le versant explosivité, musculation, parce qu'il y a aussi une même pyramide pour le développement du système énergétique. Il y a la même pyramide pour tout ce qui est sensoriel. Et en fait, c'est une juxtaposition du tout à la suite d'un bilan avec l'athlète qui te permet d'avoir en fait des lignes directrices sur où tu veux aller et par quoi tu le fais passer, tout simplement. Okay. La première chose quand tu as un athlète devant toi, la première chose que tu observes avec lui, c'est quoi exactement? Ça a changé, ça a pas mal changé au fur et à mesure des années. Déjà, je demande des vidéos dans sa pratique, si c'est un footballeur, etc., pour vraiment pouvoir observer avec Innovea. Donc, c'est plus d'un point de vue biomécanique. Okay. Et ensuite, derrière, ça va être là actuellement, et je pense pas que ça changera, c'est tout ce qui est patron-motorité. Et avec des bases de posture. Une fois qu'on est là-dessus, j'utilise dans la base de données, c'est un grand fichier avec, il fait 6 pages, je crois, avec plein de tests. Il y a 70 tests. En fonction des premiers tests, posture et réflexe archaïque, s'il faut, je réfère, mais on va choisir vers quelle ligne de test on va. Et on va en enlever certains. Il y a des tests de ratio de force, il y a des tests de raccourcissement musculaire, il y a des tests dérivés FMS, que j'utilise presque plus, mais tu as des tests après le Shirado-Sorensen, par exemple, les ratios abdos-dorsaux, et plein de petits tests comme ça qu'on va choisir en fonction de ce qu'on observe au fur et à mesure du bilan. Mais le point d'entrée reste l'évaluation posturale et les patrons moteurs. Voilà. Ouais, donc avant même de choisir une direction avec ton athlète, tu vas vraiment vouloir voir à qui tu as affaire et voir un peu les déficits possibles qu'il pourrait y avoir. C'est ça. Et en fait, tu as toujours cette idée de… Là, on parle de pyramide de développement, par exemple. Il y a la pyramide du développement sensoriel. Pour moi, c'est optimiser ce que l'athlète a déjà. Donc, c'est concomitant les deux. Tu vas d'abord optimiser ce qu'il a déjà, mais tu as quand même en tête d'optimiser par rapport à ce qu'il a besoin lui sur le terrain. Donc, c'est deux choses ensemble. Et après, derrière, il y a aussi, quand je ne connais pas l'athlète, j'utilise le versant observation psychologie du neurotyping de Thibodeau, qui a été repris de Poliquin, mais tout cet aspect-là qui permet un peu de comprendre la psychologie de l'athlète et peut-être gagner du temps. C'est un outil, mais voilà. Ça aussi, ça rentre dedans avec pas mal d'observations, quoi. Okay. Voilà. Est-ce que tu es du genre à te dire, au niveau de la spécificité du sport rencontré, tu as tendance à dire, par exemple, imaginons c'est un footeux, il a une amplitude de jambes constamment à X degrés quand il joue au foot, quand il trappe dans sa balle, quand il se déplace, etc. Est-ce que tu es du genre à dire à l'athlète, écoute, par exemple, ton squat, bah, tu ne vas pas descendre autant de ce que tu fais, entre guillemets, dans ton sport. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vas jusqu'à là, tu vois? Est-ce que tu vas chercher la pleine amplitude ou des fois, tu vas plutôt chercher l'amplitude dans le sport? Moi, je suis beaucoup sur les principes de correspondance dynamique de Zatchersky. Mais en gros, c'est plus tu vas t'approcher de la période de compétition, plus tu vas coller à la demande du sport, on va dire. Et c'est aussi une analyse, bien sûr, si ton paramètre limitant, c'est la force maximale, peut-être qu'en cycle de développement général, tu vas faire du squat complet. Mais plus tu vas t'approcher de la compétition, plus tu vas aller vers des angles cibles. Et si tu veux, sur les exercices ou les méthodes, tu peux avoir, à mon sens, un transfert positif, un transfert négatif ou un transfert neutre de ces méthodes. Et ce transfert est fluctuant en fonction du moment où tu te situes dans la saison.
Un transfert positif en période de développement ne sera peut-être pas un transfert positif en période de compétition. Donc, tout est architecturé par rapport à une timeline qui est l'objectif final. Alors, c'est des timelines à 4 ans si tu fais les JO, à 1 an si tu as une compétition, ou alors semaine par semaine si tu es en sport collectif, où tu joues plus semaine par semaine sur les effets immédiats des séances plutôt que sur les effets résiduels, etc. Et tu fais des rappels de ta pré-saison. Okay. Mais en gros, un squat complet a tout à fait sa place, mais il faut juste trouver où est cette place dans une planification, tout simplement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais à mon sens. C'est ça. Voilà. Tu périodises en fait, c'est ça, tu as vraiment une périodisation de l'entraînement et ce qui fait que ça c'est super intéressant, le côté plus on se rapproche de l'objectif, plus on va essayer de coller avec parce que voilà, deux choses dont j'ai envie de parler ici. Premier, c'est l'objectif. Donc forcément, là ce que Romain est en train de dire, c'est que c'est implicite, mais ayez des objectifs parce que c'est très dur d'aller dans une direction sans savoir pourquoi en fait. Ça c'est, je pense que tu es d'accord avec moi et Bastien aussi. Je veux dire, si vous n'avez pas d'objectif, les gars, vous ne pouvez pas optimiser votre potentiel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, là, j'aimerais bien avoir ton avis aussi, même si tu as donné un début de réponse aussi. Tu vois, quand tu dis plus on est loin de l'objectif, plus on peut se permettre des choses, etc. Comme par exemple, voilà, on va rester sur l'exemple du squat. Un squat complet, au lieu de rester dans une amplitude qui va t'amener au plus près de l'objectif voulu ou de l'optimisation. Est-ce que tu penses que en ayant justement ce fameux squat complet, tu vas optimiser de toute façon la spécialisation, par exemple en limitant l'amplitude de ce squat? Je pense que oui, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, en fait, il y a 3 P, c'est planification des objectifs, programmation des méthodes, périodisation des 2 premiers dans le temps. Et en fait, si tu prends un squat complet, on va le faire que en période de développement parce qu'en fait, c'est Kalditz qui en parlait et mince. Franz Bosch. Le squat complet, en fait, il peut avoir un impact vraiment, entre guillemets, négatif sur ton pattern de course. Tu retrouves ça, par exemple, sur des gros piliers en rugby qui, quand tu les vois sprinter, ils ne sont pas capables de lever le genou, ils font des tout petites foulées, etc. Mais c'est aussi dû au fait qu'il y a une détente du fascia thoracolombaire antérieur. C'est ce qu'il disait. Il faudra revérifier ça, mais c'est Franz Bosch. Et ensuite, le squat complet va détendre en fait les tendons au niveau des genoux. Ça, c'est plus Kalditz qui en parle, donc moins de raideur, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est appliquer le plus de force dans un temps réduit sur des amplitudes données sur le sport. Donc, du coup, plus tu vas t'approcher de la compète, comme on le disait avant, plus tu vas aller sur des angulations spécifiques. Et plus tu es loin de la compète, plus effectivement, tu vas pouvoir travailler sur de l'amplitude parce qu'on sait très bien que l'amplitude peut avoir un effet bénéfique sur l'hypertrophie et toutes ces choses-là. Voilà. Ouais, donc tu as vraiment ce côté, même ça, tu dois y réfléchir. Ça doit, en fait, en gros, si je synthétise un peu tout ce qu'on vient de dire, ça doit pas, comment dire, on va rester sur le squat, ça doit pas être quelque chose de contraignant. En fait, il doit être capable de le faire, mais ça doit pas être un but parce que ça peut nuire par rapport à ce que tu viens de dire. C'est ça. Et en fait, le souci qu'on retrouve aussi en squat, c'est que le paramètre limitant, il sera rarement la force des jambes. Ça sera toujours le dos. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, faire des demi-squats, ouais, tu peux montrer très très lourd, mais au détriment peut-être du dos. Je vous invite à regarder des vidéos de triple sauteur, par exemple, qui enchaînent des squats, des séries de 5-6 rapides, donc en réactif. C'est-à-dire, je descends vite, je remonte vite, à des charges assez ahurissantes. Mais donc, du coup, j'ai plus. Là, on parle de squat, mais on dérive un peu, mais j'ai de plus en plus tendance à programmer des exercices plutôt unipodo, des fentes et des choses comme ça, une fois qu'on a atteint une certaine base de force. J'ai l'impression qu'il y a plus d'efficacité là-dessus, en fait, tout simplement. Ouais, parce que enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi, j'ai tendance aussi à faire pas mal, alors pour simplifier, d'unilatéral, en fait. Simplement parce que j'ai remarqué moi le premier, j'ai remarqué que quand j'ai par exemple une barre, j'ai beaucoup plus facile que quand je prends 2 dumbbells. Pourquoi? Parce qu'en fait, je compense simplement. Alors que quand tu fais l'unilatéral, comme tu es en train de le dire, je compense plus, je ne peux plus me cacher en fait. Donc je prends moins léger, mais par contre, j'ai gagné par exemple en stabilisation de l'épaule. Bastien sait bien, je viens de très loin là-dessus. Et voilà, donc je suis totalement d'accord avec cette information.
Yes, c'est cool. Cool. Mm. Alors ici, on avait fait un listing de différentes questions et voilà, on a établi quelques questions qui nous semblaient les plus pertinentes. La première question, c'est pourquoi développer la force est important? C'était la question un peu générale à ce niveau-là. Ben, la force, en fait, c'est un facteur central dans tous les aspects du mouvement. C'est qu'importe la vitesse à laquelle tu fais un mouvement, tu vas appliquer une force. Mais en fait, il faut bien comprendre quel type de force et de quel type de force on parle. Tu peux parler de force à basse vitesse, et la plus basse des vitesses, c'est l'isométrie. Et après, on parle de force max, etc. Tu as les forces à moyenne vitesse. On va parler de vitesse-force, force-vitesse. Ça se situe entre 40 et 80% de ton max, à peu près. Et ensuite, tu vas parler de force à haute vitesse. Et on en a parlé au début. Quand tu as un athlète en face de toi, moi, je pars du principe que le picking, on n'est pas powerlifter. Donc, on peut utiliser les méthodes de powerlifting en les revisitant. Mais notre picking il ne se fait pas sur la force max, même si la force maximale a un effet sur le taux de montée en force, le front de montée de force. Mais le picking se fait plus sur la vitesse et sur le paramètre vitesse. Là, je te parle plutôt de sport individuel comme l'athlétisme et tout ça, où au final, on sait que les effets résiduels, par exemple, et différés des méthodes en excentrique, c'est 9 à 12 semaines. Ben, ce qui veut dire que ton dernier bloc de 2 fois 4 semaines, si tu bosses sur 4 semaines, tu peux le faire sur de la vitesse à moyenne, enfin de la force à moyenne vitesse, puis de la force à grande vitesse. Tu auras toujours les effets de l'excentrique qui vont se cumuler avec le reste. Mais l'idée, c'est de quel type de force on parle. Oui, elle est essentielle, mais de quel type de force on parle par rapport au temps qui est contraint en fait dans la discipline. C'est voilà, tout simplement. Je me suis un peu perdu, mais voilà. Non, non, mais c'est ça, c'est clairement C'est ça. très clair, honnêtement. C'est vraiment ce côté, oui. Donc, le temps, en fait, même encore une fois pour synthétiser, alors on ne parle pas spécialement de semaines, etc. On parle aussi de temps d'action. Par Ouais, exemple, la force qui doit être appliquée dans le temps de réaction d'un joueur pour changer de direction. On est c'est ça. d'accord là-dessus. On est d'accord. Par exemple, en sprint, on sait que le temps d'application de force au sol, c'est 90 millisecondes. Ou tu rallonges ce temps d'application de force au sol, mais va trouver un coach qui te dit garde le pied plus longtemps au sol, ou alors tu augmentes la force que tu es capable de produire sur 90 millisecondes. Et en fait, je crois que c'est dans Triphasic Training, il y a une vulgarisation très intéressante là-dessus. C'est tu as un athlète qui a 100 kg en max en squat. Donc c'est bien vulgarisé, c'est simplifié. De l'autre côté, tu as un athlète qui a 150 kg en max en squat. À 90 millisecondes, l'athlète qui a 100 kg en max en squat est capable d'appliquer 70% de ses 100 kg. Ce qui veut dire 70 kg. Celui qui est à 150 kg en max en squat, lui, il n'est capable d'appliquer que 40% de cette force max. Lequel va remonter sur l'autre ou va aller plus vite que l'autre? C'est l'athlète, si vous faites rapidement le calcul, c'est l'athlète qui a 100 kg en max en squat. C'est exactement l'idée de Christophe Lemaître. On lui a dit il faut qu'il fasse de la muscu, il est trop fin, etc. Sauf que non, il n'y a peut-être pas besoin, parce qu'il a un rate of force development qui est très haut, lui, plus tous les trucs annexes. Hein. Et donc, parce qu'il y a le vecteur d'application de force, enfin, la somme des vecteurs d'application de force, etc. etc. Et en gros, tu peux avoir une réflexion qui te dit ok, le mec a 100 kg, il court plus vite que moi. J'ai 150 kg, je vais faire un cycle de développement de force maximale et, truc de fou, en 4 semaines, il prend 20%. Ben, si tu fais bien le calcul, s'il n'a pas changé sa capacité d'application de force à 90 millisecondes et qu'il reste à 40%, que l'autre, il n'a pas bougé, c'est le même, ben, le premier qui est à 100 kg, il courra toujours plus vite que le second. Donc, il ne faut pas se tromper d'objectif quand on parle de développement de la force. De quelle force on parle? Tout simplement. Parce que tout est force pour qu'il y ait du mouvement. C'est ça. Voilà. Déjà, comment? Alors, c'est la question générale un peu que les gens pourront se poser parce qu'on sait qu'il y a des facteurs neurologiques, évidemment, au développement de la force, avant toute chose. Après, il y a tout ce qui est structurel au niveau de la masse musculaire, etc. Peut-être, ça dépend. Mais voilà, comment développer cette force? J'imagine qu'il y a des méthodes particulières. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous en parler de ça? Ben, de manière générale, la force max, on l'a dit, c'est la mère de toutes les qualités. Si tu n'as pas beaucoup de différence d'un point de vue pourcentage entre ta force max et toutes les autres qualités de force, c'est-à-dire si tu as un max en back squat, on parlait du back squat avant, à 100 kg, ouais, on va dire que travailler sur les autres qualités, il n'y a pas un gap assez important pour qu'il y ait vraiment des bénéfices.
Donc, du coup, l'idée, c'est de d'abord développer la force maximale. L'une des meilleures manières, à mon sens, de travailler là-dessus, ça va être sur l'isométrie. On en parle beaucoup en ce moment, mais ça fait des années et des années que c'est montré. Et pourquoi? Et ensuite, derrière, c'est d'analyser avec des petits outils simples comme les profils force-vitesse, Ok. que ce soit horizontaux ou verticaux, donc c'est CMJ ou du sprint, il y a l'application MyJump. Mais grâce à ces petits outils, tu vas pouvoir, ou des plateformes de force si vous avez accès à ça, tu vas pouvoir savoir quels sont les paramètres limitants pour l'athlète qui est en face de toi ou pour toi en tant qu'athlète, et donc orienter ton travail là-dessus. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais… Et par rapport à l'isométrie, pourquoi l'isométrie pour toi est si importante? Euh, Quand tu regardes un mouvement, il y a 3 phases. Même si la phase isométrique, elle est imperceptible en sprint, etc., c'est quand même elle qui va te faire repasser de vitesse 0. Donc, ta rate of force absorption, c'est-à-dire la capacité d'absorption de force. Ensuite, tu as une petite phase isométrique. Et ensuite, tu repars. Et quand tu fais un mouvement, en fait, ça part toujours de vitesse 0 ISO. Tu pars de cette vitesse 0, tu vas vers une vitesse moyenne et tu vas vers de la haute vitesse. Donc, l'isométrie, pour moi, c'est à la base de tout, entre guillemets, où c'est ça qui va te permettre de créer la force au départ, en fait, Ok. avant qu'il y ait le mouvement. Et toi, quelles sont les méthodes que tu utilises alors en isométrie? Quelles sont les méthodes qui te paraissent le plus pertinentes pour travailler l'isométrie? Est-ce que tu as des… Tu as 2 grandes catégories. Tu as l'isométrie de longue durée et tu as l'isométrie explosive, on va dire. Dans chacune des deux, tu vas avoir 3 sous-catégories qui est le yielding, c'est-à-dire l'isométrie freinatrice, le maintien d'une position. Tu vas avoir la co-contraction et tu vas avoir après ça l'overcoming. Donc en fait, ça fait longue durée, courte durée, courte durée, avec yielding, overcoming et co-contraction. Donc en fait, ça te fait déjà 6 manières de travailler l'isométrie. Et ensuite, tu peux travailler sur de la grande amplitude musculaire pour avoir plus d'effets tendineux, musculaires, hypertrophie, ou de la courte amplitude, plus pour la vitesse et le picking. Donc voilà, ça fait x2. Et donc du coup, il y a énormément de méthodes que tu peux avoir là-dessus. Je pense qu'il y en a, moi je crois que j'en ai 30 à 35 sur lesquels tu peux choisir en fonction de l'athlète qui est en face de toi. Donc ça va être compliqué pour moi de te répondre, mais il y en a beaucoup. Je comprends. Je comprends. À la limite, on fera même, à la limite plus tard, pour ceux qui sont intéressés, on fera peut-être des podcasts où on essaiera de parler un petit peu plus, peut-être en profondeur de ces méthodes que tu auras certainement envie de partager. Parce que j'imagine, comme tu l'as dit, il y en a plein, il y a beaucoup de choses à développer. Voilà, mais on pourra le faire. Ouais, et c'est… tu as tellement de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire, on parle du rate of force development. Je te donne juste un exemple simple. C'est le rate of force development, c'est pour moi quelque chose de central. Et ça prend en compte en fait le rate of force development d'un point de vue musculaire et le rate of force transmission au niveau tendineux. C'est-à-dire, c'est comme comment on appelle ça là, des ressorts. Tu as le ressort musculaire qui se met en tension pour qu'après le ressort tendineux puisse se mettre en tension et transmettre cette force au squelette, en fait, pour qu'il y ait création de mouvement. Et en fait, la somme des deux, c'est ce qu'on appelle le rate of force development. Et en fait, Franz Bosch, il en parle un peu, c'est muscle slack, etc. Mais donc, du coup, rien que là-dedans, tu as plein de sectorisations, en fait. Ok. Je m'éparpille un peu, désolé. Mais… Ouais, non, tracasse, Non, mais pas de souci. Moi, j'écoute ça avec grande attention parce que je suis un grand fan de l'excentrique. C'est vraiment un truc qui m'a fait travailler. Et là, quand j'entends isométrique, je me dis, ah tiens, c'est un truc que j'ai pas exploré en fait. Donc, c'est Ouais, super après, intéressant. derrière, moi, je sais que j'aime beaucoup l'excentrique. J'en fais énormément aussi. Et après, derrière, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de bénéfices à faire de l'excentrique rapide. Tout ce qui est drop and catch, etc. Mais aussi de l'excentrique rapide, on peut appeler ça méthode réactive plutôt, avec des charges assez lourdes où en fait, tu vas te, entre guillemets, jeter en bas du mouvement et chercher un front d'absorption de force le plus rapide possible. Je pourrais t'envoyer des vidéos où l'idée, c'est que la barre, elle décolle de tes épaules un peu, on va dire, pour que tes pieds décollent du sol, que tu reprennes le sol dans la position cible comme une brique qui tombe au sol et Ouais. bloquer très net et remonter. Sauf que tu peux, avec l'habituation, on va dire, monter à des charges vraiment intéressantes
et les effets immédiats différés sur les qualités de jump, c'est assez impressionnant. En fait, tu travailles sur, comme tu disais tantôt, tu travailles sur ton absorption de force, donc ta capacité à gérer justement cette force arrivant rapidement vers toi. Du coup, tu travailles aussi, et moi c'est pour ça que je travaille l'excentrique, le contrôle en fait. Je dis toujours à mes, voilà, je dis toujours à mes athlètes, à mes adhérents, etc. En fait, la force sans maîtrise, c'est inutile en fait. Donc, moi, maintenant, voilà, dans tout ce que tu es en train de dire, je vais plutôt vers le fonctionnel. En tout cas, je définis ça comme ça. C'est-à-dire que je m'en fous d'avoir 150 kilos au deadlift si, en fait, je ne sais le faire qu'une fois. Et qu'à côté de ça, tu sais, je sais le faire 10 fois, mais à 80 kilos. Je préfère avoir justement un gap, comme tu parlais tout à l'heure, qui est réduit, mais qui est efficace, en fait. Parce que, justement, j'ai mon corps, j'ai vécu ça. J'ai fait ma première année de CrossFit. Et Bastien peut en parler aussi parce que c'était mon coach à ce moment-là, où je me suis dirigé, en fait, personnellement, hein, c'est pas du tout sa faute à lui, je me suis dirigé vers mal, en fait, parce que j'ai voulu augmenter ma force max, comme tu en parlais tout à l'heure, ce qui était très cool parce que je soulevais lourd par rapport à ce que je savais faire avant, mais par contre, j'étais pas du tout efficace, quoi. C'est fatigue, cardio, aucun contrôle. Donc, ce que tu dis, ça me parle énormément. Ah, c'est intéressant comme retour, ça. Ouais. Parce que toi, au niveau de tes suivis, tu fais aussi des suivis à distance, mais en réel aussi avec les différentes équipes que tu coaches. Mais on peut dire aussi que tu disais, tu parlais de la force, etc. Mais comme le dit bien Benja, sans la technique, tu ne sais pas développer de la force. Ouais. La technique est quand même là pour, au niveau de la synchronisation intramusculaire et intermusculaire, c'est super important de savoir synchroniser tout ce qui se passe à l'intérieur du muscle et de toutes les composantes qui se passent. Mais au niveau technique, comment est-ce que tu fais pour coacher tes gars à distance de manière à ce qu'ils aient le geste le plus, entre guillemets, parfait possible pour pouvoir développer ce que tu leur demandes? J'essaye de plus en plus et au maximum, surtout là, j'essaie de développer beaucoup autour de ça, c'est les envois des vidéos systématiques après la dernière série. Et du coup, là, je m'y mets beaucoup plus à réanalyser les choses. Et l'idée, c'est simplement de jouer sur les paramètres limitants. Au fur et à mesure, de faire évoluer. C'est un peu du test-retest pour essayer de faire évoluer ça, mais sans donner trop de consignes, que ça soit le moins conscient, entre guillemets, possible, de manière à ce que ça devienne des réflexes et qu'on trouve, en fait, j'aime bien la citation de Charlie Francis, « Let the drill make the speech ». Laisse l'exercice faire le speech. C'est quelque chose qui est très retrouvé aussi dans la méthodologie Franz Bosch, mais ça va être, par exemple, placer une barre au-dessus de la tête, bras tendu, pendant que tu fais tes gammes. Ça va automatiquement stimuler tes alignements verticaux et tu n'auras pas besoin de dire à l'athlète « grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi ». Et en fait, dans toute ma réflexion, j'essaye d'analyser les vidéos et de proposer des correctifs, et de plus en plus, qui me permettront de ne même pas donner de consignes pour que ça soit bien réalisé. Ok, cool. Et quand tu fais, pour information, quand tu fais, que ce soit bien clair, les vidéos, c'est les vidéos des athlètes, de toi, ou alors tu fais les deux et tu les mets l'un à côté de l'autre en mode, OK, ce qui se passe avec toi, ce que j'aimerais bien aller chercher, comment est-ce que… Non, j'ai la vision, on va dire, de ce qui serait pour moi optimal pour l'athlète et je regarde la vidéo de l'athlète. Parce que Okay, ouais. j'ai mes propres compensations C'est ça. et le modèle, c'est pas moi en fait. D'où ma question. C'est les attracteurs du mouvement en fait. C'est chacun, ça c'est plus technique, mais je regarde beaucoup ça en apnée, c'est-à-dire que tu as des points clés du mouvement qu'on peut retrouver chez tous les grands champions. Et après, chacun autour de ça va s'adapter individuellement pour que ça lui corresponde. Mais on va retrouver des positions de force qui sont communes à tous, qu'on veut retrouver dans ton geste. Et après, comment tu arrives à ces positions, c'est ton adaptation perso. Ouais. Moi, je fais ça en haltérophilie, par exemple. Quand j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre, tu sais, voilà, un clean qui monte un peu pas assez haut, etc. Tu sais où il va cleaner trop tôt. Tu fais une vidéo sur le côté. C'est magique, hein, ce truc-là. Ouais. C'est magique parce que d'un coup, le gars, en fait, assimile. Il dit, ah ouais, ok, je pensais que, tu sais, il y a ce côté, je pensais que je faisais plus haut. Et donc du coup, pareil, j'ai jamais pensé faire ça en ligne, donc super intéressant. Enfin, si tout se passe bien au niveau développement neuromoteur, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça. Et ça, c'est une autre application encore, mais on en a déjà parlé de toute façon dans les autres podcasts. Ouais, de toute façon, les athlètes, pour moi, et je m'en rends de plus en plus compte, c'est les plus grands cheaters. C'est ceux qui ont
un athlète, c'est une personne qui tout simplement est le roi des compensations. Tu te rends compte qu'ils ont tous, mais c'est abusé. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Pouvoir être à aussi haut niveau en disant que, par exemple, Usain Bolt, j'avais entendu dire qu'il y avait certaines choses, quand il courait, il y avait des choses qui s'appliquaient à lui, qui est, entre guillemets, invraisemblable pour un athlète de son niveau, quoi. C'est ça, mais après, s'il avait couru de manière traditionnelle, est-ce qu'il serait allé aussi vite? Je ne suis pas certain. C'est ça, Pas certain. c'est ça qui est magnifique. Alors, ben c'est ça un peu la question maintenant, la finalité, c'est comment transférer la force de la meilleure des façons dans un sport spécifique. Comment est-ce que tu fais? L'idée, c'est que toutes les articulations, on va dire, enfin les chaînes musculaires travaillent de manière synergique. Et ce que j'essaye de faire, ça c'est une des parties de la correspondance dynamique. J'essaye au maximum de coller que l'application de force colle à la vitesse d'application du terrain. Et ensuite, derrière, le transfert ne veut pas dire mimer. Parce que j'ai l'impression que cette question, elle est autour de ça. Est-ce que tu mimes en salle de muscu et tout? Non, le transfert, c'est pas mimer. Il y a une dualité. Souvent, tu travailles 2 articulations par 2 articulations en synergie, on va dire. Mais ce n'est pas mimer ce qui se passe. Et en fait, le transfert, pour moi, c'est simplement travailler sur les points faibles ou les points forts de l'athlète. Plus tu vas aller proche de la compétition, plus tu vas bosser sur les points forts. Plus tu es loin de la compétition, plus tu bosses sur les points faibles. Ça, c'est un parti pris que j'ai eu à un moment donné. Peut-être que je changerai, mais dans le sens où je me dis que si l'athlète est à ce niveau-là de compétition, c'est grâce à ses points forts et pas ses points faibles. Ouais. Et qu'au final, il faut créer une base solide, réguler les points faibles, mais que plus tu approches de la compétition, c'est un aspect psychologique et tout aussi, mais plus tu vas devoir pousser sur les points forts, parce que c'est ça qui va faire la différence. Et après, derrière, le transfert, il se fait par l'analyse au départ de quel est le paramètre limitant. On va donner un exemple très simple. Tu as un athlète en face de toi, il t'envoie une vidéo où tu vois sur le terrain, il fait un changement de direction à 45 degrés ou n'importe quel changement de direction, mais tu vois que sur ce changement de direction, il met 3 pas. Donc, il s'arrête, entre guillemets, sur 3 pas et il change de direction. Ben, pour moi, ce n'est pas optimal. Un changement de direction, c'est sur 1 pas. OK. S'il s'arrête, s'il met comme le frein à main avant de faire son changement de direction, peut-être qu'il manque de force excentrique. Donc, on va le mettre sur tout un continuum de force excentrique, de la force excentrique en efforts maximaux, entre guillemets, et lent, vers l'excentrique rapide, etc., pour voir si, avant, après, est-ce que ça a amélioré ça? OK, ben, il est capable de changer de direction plus rapidement, il freine moins, etc. Ben, donc, du coup, sur le terrain, ça va se retranscrire et ça va se transférer. Mais là, on a parlé de méthode générale, ça peut être de l'excentrique lent sur 6 secondes en fente arrière sur plante de pied, par exemple. On va bosser 4 semaines là-dessus, qu'on va basculer avec des weight releasers, par exemple, ou alors avec des power bands pour faire quelque chose de plus rapide. Et à la fin, on va aller sur des death jumps, donc des sauts en contrebas, en fente, et tout ça. Et on va observer si sur le terrain, ça s'est amélioré. Et on peut avoir le même principe sur l'isométrie. Est-ce que quand tu regardes ton athlète, tu as l'impression qu'il est chewing-gum en bas du mouvement, il fait un changement de direction, et je ne sais pas pourquoi, mais sur la vidéo, sur ce que tu ressens, sur ce que l'athlète ressent, etc., il a l'impression d'être scotché à chaque changement de direction. Genre, j'arrive pas à repartir. Peut-être qu'on va partir sur un continuum de développement sur 4, 8, 12 semaines sur l'isométrie, et on va voir si ça améliore ça. Si ça l'améliore, bonne pioche, et au fur et à mesure, tu commences à comprendre et connaître ton athlète, et tu essaies d'améliorer ces petits paramètres-là. Mais au final, c'est quelque chose de très dissocié, et on ne va pas chercher tu n'es pas bon sur ce changement de direction-là, on va poser des coupelles et tu vas le répéter 150 fois. Oui, ça peut marcher, parce qu'au fur et à mesure, il y a l'apprentissage moteur, etc. Mais moi, je préfère chercher un peu différemment, on va dire. Et tu vas en amont. J'essaye, en tout cas, ouais, dans ma philosophie et ma manière de faire. Oui, c'est bien, c'est clair. Ici, j'avais une question à peu plus d'ordre neuro. Au niveau des mécanismes inhibiteurs du développement de la force par les organes tendinologie, les mécanismes d'autoprotection du corps, pour toi, est-ce qu'il y a une manière plus particulière d'essayer de faire en sorte que ces mécanismes-là soient moins présents pour le corps? En fait, en soi, c'est un mécanisme qui autorégule
au final, il est sécurisant, quoi. Il ne permet pas à la force de se développer correctement. Parce que le corps, lui, il veut, entre guillemets, se protéger. Il y a des mouvements où lui, par exemple, ça peut être simplement un danger. Cette charge-là, pour lui, est un danger. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a ces réflexes-là qui se mettent en place. Comme le dit bien son nom, c'est un réflexe. Et tu n'arrives pas à développer la force que tu veux parce que ce réflexe-là se met en place sur les tendons, etc. Et pour toi, quelle est peut-être la meilleure façon d'essayer d'inhiber un peu, enfin La désensibilisation des organes tendineux, c'est simplement, à mon sens, en faisant monter les niveaux de force max et en allant gratter sur la force résiduelle. Donc, tu peux faire des méthodes traditionnelles de développement de la force, mais sur des efforts maximaux. Donc, c'est plus de 90%. Après, pas beaucoup de répétitions, etc. Tu peux le faire sous format isométrie aussi, Ouais. overtraining iso. Et après, derrière, c'est aussi pas mal tout ce qui est oscillation, les choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est… Ouais, bref, voilà. Non, on va dériver sinon. Mais ouais, ça va être principalement force max. Après, derrière, là, tout de suite, je pense qu'il y a autre chose, mais je ne l'ai pas en tête. Ouais, toujours en excentrique lent, j'imagine, contrôlé. Ouais, ouais, ouais. Ah, bien sûr. Après, j'utilise énormément les tempos, en fait. Donc, quand je parle de force, c'est de manière générale, force effort répété, c'est entre 80 et 90% de ton max, avec beaucoup de tempo. Donc, de l'excentrique, si tu en as besoin, de l'iso. On fait des blocs de l'un, l'autre, en fonction des effets résiduels qu'on veut, ou alors on combine le tout. Mais très peu de concentrique pur. Je me suis rendu compte, en fait, que souvent, le paramètre limitant, et c'est même tout le temps comme ça ne sera jamais la capacité de force concentrique. Ça sera toujours la capacité d'absorption de force, enfin, l'excentrique, l'iso, mais jamais vraiment le concentrique. Et le concentrique va plus pur, on va dire, va plus être utilisé dans une notion de transfert. C'est-à-dire très vite, des départs des pin start, par exemple. Ouais. Donc, sur des angles cibles, tu as un angle cible qui est l'angle que tu retrouves dans ta pratique. On va utiliser des charges X ou Y en fonction du cycle dans lequel tu es et tu fais un départ arrêté, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Mais souvent, il y a du tempo et des choses comme ça. Voilà. Ok, cool. Super. Alors, maintenant, c'est un petit conseil que tu pourrais te donner. Alors, à ce moment-là, je touche aux gens qui sortent de l'école ou qui se lancent en tant que prépa physique. Et quel conseil tu pourrais leur donner à ces gens-là qui sortent de leur cursus scolaire ou qui se lancent dans la prépa? D'aller sur le terrain. Parce que je pense que c'est compliqué à l'université et tout, mais tu as des savoirs scientifiques et théoriques à l'université, en BPGEPS et tout ça. L'idée, c'est de te faire tes propres armes sur le terrain et de tester par toi-même ou sur quelqu'un ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et pas vraiment ce qui marche ou ce qui ne marche pas, mais te rendre compte des choses. Et ça passe par la pratique, en fait, tout simplement. Et enquiller de la pratique, c'est avant tout un métier artisanat, on va dire. Donc, c'est en touchant les choses que tu vas évoluer. Et il faut pratiquer. Et après, derrière, pour pratiquer, c'est mettre en pratique donc les savoirs que tu peux retrouver dans divers ouvrages. C'est-à-dire ouvrir ton champ des possibles et ton champ de réflexion et mettre en application ce que tu vas pouvoir lire et trouver, entre guillemets, intéressant. Exactement. Mais justement, au niveau des livres, etc., ça, c'est un truc que je voulais parler avec toi. Tu es un grand lecteur. Ouais. Est-ce que c'est ta formation numéro 1, c'est la lecture, tu dirais? Ouais. Ouais. La lecture et le terrain, beaucoup de terrain. Voilà. J'avais calculé, je crois que j'ai fait 21 saisons en sport co. Si tu calcules club par club, ça fait une saison. J'en suis là, j'ai 31 ans, j'en ai fait 21. Parce que souvent, je prends 2 à 3 clubs dans l'année et j'enchaîne. Et donc, du coup, c'est énormément de savoir terrain. Et après, je ne compte pas les indives aussi, tu vois. Mais et après, derrière, chaque club, chaque athlète, chaque groupe d'athlètes te pose des problématiques. Ben, tu vas chercher dans divers bouquins qui correspondent au sport ou à la problématique que tu te poses et, tu mets en place et tu alimentes en fait ton système d'entraînement comme ça. Donc du coup, c'est aller sur le terrain pour te confronter à des problématiques terrain pour pouvoir aller chercher par rapport à ces problématiques. C'est un peu ça, une sorte de continuum que je conseillerais
Intéressant. C'est comme chacun qui veut se lancer dans la profession. C'est ça. Parce que si tu attends de tout savoir avant de te lancer, en fait, je pense qu'on peut le dire, on ne se lance jamais. Tu as bien raison, Benjamin. C'est ça, Ouais. clairement ça, ouais. Au niveau de tes livres, les livres que tu conseillerais, ou pour toi, les 3 meilleurs livres que tu as pu lire, que tu as pu étudier en préparation physique, quels sont ces livres-là que tu conseilles? Il y en a un sur lequel je reviens tout le temps parce que pour moi, c'est une base, c'est Super Training. Donc de Melsif et Verco. Tu reviens dessus. Alors, c'est compliqué de le lire d'une traite, c'est-à-dire il fait 600 pages, c'est un monstre de pavé. Mais par contre, tu as énormément de chapitres qui sont bien architecturés et ça va te permettre en fait de revenir sur les savoirs actuels parce qu'il y a pas mal de littérature et de concepts clés qui vont, si tu gravites sur PubMed après, te donner ce qui se passe actuellement. Donc moi, je reviens toujours à Super Training et ensuite sur un bouquin plus développement personnel, moi, c'est The One Thing. Mais la seule chose, en fait. C'est celui qui m'a le plus parlé et que je relis vraiment régulièrement. Et après, il y a tout ce qui est sur Franz Bosch, coordination, une approche intégrée du développement, blablabla, où en fait, c'est une réflexion qui sort des standards et qui est vraiment intéressante à pousser parce que ça te remet toi-même en question, en fait. Ok. Voilà. Ok. Je peux citer 3 livres. Ouais. Au niveau développement personnel, c'est un peu quitter un petit peu l'entraînement pour un peu se diriger vers là-dessus. Quelles sont les applications que tu as au quotidien au niveau personnel par rapport aux livres que tu aurais pu lire? Voilà. Pour toi, en fait, qu'est-ce que tu appliques au développement personnel par rapport à ta personne, par rapport à ton métier, si on peut faire un parallèle, évidemment? Ouais, c'est partager, vraiment partager beaucoup, parce que pour moi, quand tu fais une lecture, on en parlait avant off, mais l'idée, c'est d'implémenter sous 72 heures. Donc pour ça, j'ai des athlètes qui testent des choses, ils savent qu'ils testent des choses. Ensuite, c'est partager de manière à l'intégrer toi-même et une deuxième lecture. Et ça, je le fais aussi sur les livres de développement personnel. Après, le développement personnel, je suis quelqu'un de, vous l'avez peut-être entendu, mais je pars un peu dans tous les sens. Et j'essaye au travers de ça de me cadrer un peu plus et d'être un peu plus focus sur ce que j'ai à faire. J'ai le même problème. Structurer un peu ma réflexion. Et donc, du coup, j'ai trouvé des outils qui sont ce qu'ils sont, mais qui me correspondent en fait. Donc, il y a les Pomodoro. C'est en gros des séquences de 25 minutes de travail pour 5 minutes de repos. Tu fais ça 4 fois de suite. J'essaye de faire 8 Pomodoro par jour actuellement sur des sujets annexes et sur des sujets sur lesquels je dois avancer. Et le reste du temps, je travaille sur le courant, en fait, les plans des athlètes, etc. Donc, après, le développement personnel, je sais pas trop ce qu'il y a à dire dessus. C'est vraiment riche et ça te permet d'être au fait avec toi-même. Et pour moi, c'est une vie essentielle dans l'entraînement invisible. On n'en a pas parlé, mais l'entraînement invisible, c'est la partie la plus facile pour l'athlète. C'est l'heure ou les 2 heures d'entraînement qu'il fait par jour. Mais qu'est-ce qu'il va faire sur les 22 autres heures de la journée pour maximiser ce que tu fais avec lui? Ça peut passer par les petits exercices de neuro dont on a un peu parlé. Ça peut passer par des petites séquences de méditation, de respiration. Ça passe par l'alimentation. Ça passe par énormément de choses qui concernent aussi beaucoup le développement personnel. Sois bien dans tes baskets et pour que tu avances vers tes objectifs. Et c'est pour ça que je me passionne aussi pour ça, de manière à pouvoir transmettre ça aux athlètes, tout simplement. Je pense qu'on en a déjà parlé avec pas mal d'autres invités, où l'humain, en fait, avant d'être un athlète, le sportif, etc., est un humain. Et quand tu développes l'être humain, tu développes tout, en fait, de façon, voilà, ça se juxtapose et tu crées vraiment la pyramide qui fait que l'athlète devient meilleur. Et là où c'est important aussi, c'est que je pense que quand tu veux vraiment passer une étape, quand tu veux vraiment, alors peut-être pas être le meilleur, mais en tout cas être meilleur. C'est ça en fait le développement personnel. Être meilleur. C'est ça, c'est pas être le meilleur, c'est être en fait de mieux en mieux, quoi. Il y a une théorie comme ça qui dit, voilà, si tu prends, je sais pas, 10 minutes de ta journée pour augmenter ne serait-ce que 0,001% de tes connaissances, en fait, tu es meilleur. Alors, ça, en un jour, en une semaine, tu ne vois pas la différence, mais en 10 ans, c'est incroyable parce que tu n'es plus du tout la personne que tu étais.
Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, les gars, c'est que le meilleur investissement que tu puisses faire, et Romain le dit d'une très belle façon, c'est en vous-même. Moi, je vois des gens qui n'osent pas mettre 150, 300 euros pour une formation. Alors, d'un point de vue financier, voilà, c'est chacun ses choses. Mais le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même, quoi. Et c'est en vous construisant justement vous-même, parce que un coach, on a trop tendance à croire que c'est que du muscle. Alors que, ben, et ça, c'est super intéressant parce qu'on en a parlé avec personne, en tout cas pas aussi de façon si définie, c'est l'invisible. Et l'invisible, c'est quoi? C'est vraiment, c'est qu'est-ce que, en tant qu'être humain, en tant que personne, tu fais, et là je parle plus en tant que coach, tu fais d'invisible pour justement aider l'athlète et la personne à se développer, certes en tant que sportif, mais surtout en tant qu'être humain. Ouais, c'est ça. Clairement. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. Alors, ça s'améliore. Désolé aux athlètes qui étaient là il y a 5 ans, 10 ans. J'espère que c'est de mieux en mieux. Et pour moi, c'est essentiel, en fait. Cool. Tu as tout à fait bien résumé la chose. Ouais, ça l'est, ça l'est. Je pense aussi que Bastien, tu es tout à fait d'accord avec ça. Quand tu as lancé ton personal training, c'est justement parce que tu avais envie d'aller plus loin de ce côté-là. Et je pense que voilà, dans ce podcast NBNG, certes, on essaye de faire découvrir des choses aux gens, mais voilà, comme on le dit en off, on veut surtout s'amuser, passer un bon moment, faire un bel échange et rencontrer voilà, des êtres humains, des belles personnes. Et comme tu dis, tu partages et c'est justement cet échange et les personnes qui vont nous écouter vont se dire, on va peut-être pas révolutionner la vie, c'est pas le but, hein, d'accord? Mais par contre, on veut montrer qu'il y a d'autres chemins et qu'encore une fois, il y a des personnes qui pensent comme nous, en fait, qui pensent différemment et qui se contentent pas de ce qu'on leur donne, qui veulent vraiment aller chercher plus loin. Et pour moi, ça, le développement personnel, c'est en tout cas personnellement ce qui m'a permis d'être là où je suis maintenant, parce que si, enfin, moi, voilà, pour reparler un peu d'une histoire personnelle, moi, je suis fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que je sache. Si je ne sais pas, j'ai peur de faire des bêtises. Et le jour où j'ai compris que en osant, en fait, et en pratiquant, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, tu es sur le chemin, comme tu le disais tout à l'heure, Romain, pour de toute façon apprendre les choses. Ça a été un game changer total dans ma vie. Et je remercie Bastien, d'ailleurs, qui a été l'instigateur de tout ça, en commençant le CrossFit, etc. Voilà, avec grand plaisir. C'est top. Ouais, c'est ça. C'est en fait ce qui est magnifique, c'est que les échanges humains qu'on a avec vous, avec les différentes personnes qu'on a eues en interview, c'est des échanges qui dépassent le réel, dans le sens où c'est des échanges que j'aurais peut-être même pas avec une personne que je connais dans mon entourage. C'est tellement profond, tellement fort que ça en donne aussi des frissons parce que voilà, tu te sens comme dans une famille qui est là à distance. On sait qu'on peut, entre guillemets, compter l'un sur l'autre. On peut se poser des questions l'un à l'autre. On se soutient l'un à l'autre. Et c'est un peu ça la vie aussi. Il y a des gens qui pensent qu'il faut trop compter sur les gens ou sa famille. Mais des fois, il faut un peu oublier aussi que la famille, on ne la choisit pas, mais ses amis et l'entourage, on le choisit. Et de la plus belle manière, c'est un peu ce qu'on essaye d'implémenter aussi avec la chaîne de podcast qu'on fait avec Benjamin. Enfin, c'est génial, c'est super, c'est des échanges comme ça. C'est humain avant tout, c'est de l'humain qu'on veut, c'est sûr. Ben voilà, en tout cas, ici, je pense qu'on a un peu fait le tour. Maintenant, est-ce que tu pourrais peut-être répondre à une question qu'on t'a jamais posée? Enfin, je veux dire, il y a souvent peut-être au fond de toi, il y a des gens qui aimeraient bien peut-être répondre à une question qu'on te pose souvent, par exemple, ou pas spécialement. Hein. Ouais. Si, il y en a une qu'on me pose tout le temps. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Parce que je poste énormément. Je vais être très honnête, je passe 20 minutes par jour. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la programmation. Donc, du coup, j'adore partager. Mais pour partager, il faut que je lise et il faut que je mette en application. Donc, je ne passe pas ma vie dessus. C'est juste que tu sectorises ton temps. Tu le fais à un certain moment dans ta journée ou tous les 2 jours. Tu prends un moment pour répondre, mais je ne passe pas ma vie dessus. Donc, si je ne te réponds pas tout de suite, ben, je ne suis pas là, tout simplement. Voilà, c'est un beau petit clin d'œil, ça. C'est Parfait. c'est un peu comme avec Sébastien. Je n'ai pas les notifications, par exemple. Voilà, Je n'ai pas de notifications sur mon téléphone. Donc, je me connecte quand je me connecte. C'est ça. Exactement. Quand tu as envie de rester focus sur tes objectifs, les notifications, tu dois les baisser, tu dois augmenter ta concentration sur les tâches que tu dois faire. Ouais. Et tu le dis clairement, voilà, toi, tu utilises le Pomodoro, comme on a déjà parlé avec Sébastien Zimmer sur l'autre podcast.
bah, tu es aussi du genre, évidemment, à bien programmer tout ce que tu as à faire parce que c'est comme ça que tu arrives à atteindre tes objectifs à long terme, à moyen terme, etc. Ouais, sinon, je pars dans tous les sens. Pour être très honnête, tu t'y perds, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, quand tu as faim d'apprendre, etc., tu dois t'autodiscipliner, sinon tu pars dans tous les sens. Moi, j'ai ce problème-là, et j'en ai parlé pas mal avec Seba, justement. Et quand tu ne te structures pas, en fait, tu as tellement faim de savoir et d'apprendre que en fait, tu ne creuses rien. C'est ça le souci, quoi. C'est ça. ouais. Sur ces belles paroles, comment pouvons-nous te suivre, Romain? Alors, Instagram, Facebook, il y a une page qui s'appelle RK Sport Performance et un site internet qui s'appelle RK Sport Performance. Et sinon, je suis disponible en privé sur Romain Cacciavenda ou par mail, etc., comme vous voulez. Voilà. Si vous avez des questions, vous voulez échanger, c'est avec grand plaisir. On mettra tout ça dans la description de toute façon pour pouvoir te contacter et aller voir un peu ce que tu fais, qui est super intéressant, je tiens à le rappeler. Merci. Merci à vous, les gars. À la prochaine. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.